Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Qui chante monnaie parce qu'on l'a appris aujourd'hui, la France devient 3e du monde. Médaille de bronze des millionnaires au classement des pays qui comptent le plus grand nombre de millionnaires. Il y a plus de 2 millions de Français qui ont un patrimoine supérieur à 1 million d'euros. Je parle de patrimoine, ça veut dire que ça peut être une maison qui coûte plus d'1 million d'euros dans le patrimoine avec les comptes en banque et tout le reste. Bref, la France dépasse le Japon, elle reste loin derrière la Chine, mais bon, c'est quand même un très grand pays, et les États-Unis. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose qu'on ait beaucoup de millionnaires ou est-ce que c'est une mauvaise chose? On va en parler avec notre invité Fergan Azihari. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On est avec vous justement pour ce débat. Question que je voulais vous poser. D'abord, vous êtes essayiste et chroniqueur au Point. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? On ne peut pas répondre oui ou non à cette question de manière aussi simpliste, pour la simple et bonne raison que, vous savez, aduler les millionnaires sans réserve, c'est aussi stupide que de les déprécier, de les vilipender sans réserve. Le tout est de savoir comment ces fortunes se sont bâties. Ont-elles été bâties de manière loyale? Sont-elles la contrepartie de comportements productifs ou ont-elles été bâties de manière déloyale? Vous imaginez bien que toutes les fortunes ne se valent pas, et que bien que Kim Jong-un fasse partie des gens les plus riches à l'échelle de l'humanité, sa contribution au bien-être de l'humanité est quand même sujette à caution. Le problème, c'est qu'en France, les fortunes, en effet, il y a une vraie question sur leur origine, parce qu'une grande partie en fait du patrimoine des Français les plus riches, c'est du patrimoine immobilier pour la plupart. C'est très peu de patrimoine qui sont le fait de la revente d'entreprises innovantes, par exemple. Or, les prix de l'immobilier, depuis des décennies, sont tirés dans les métropoles par une pénurie qui est artificiellement organisée par les grandes villes. Et donc, quand vous avez votre patrimoine qui s'envole parce qu'on empêche la construction de logements à Paris et dans d'autres villes, on ne peut pas dire que ce soit des fortunes dont il faut se féliciter. Donc, en fait, il faut enquêter précisément avant de se faire une opinion sur le fait de savoir s'il faut se féliciter de ces millionnaires ou non. La richesse en soi n'est pas un problème. L'enrichissement peut être une bonne chose. Mais l'immobilier coûte trop cher, quoi, en France. L'immobilier en France, oui, est le fruit est encadré par des restrictions en matière d'urbanisme et en matière foncière, qui tend à gonfler artificiellement les patrimoines. Et donc, c'est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de millionnaires, mais qui ne sont pas forcément la contrepartie de la création de richesse. Ceci dit, heureusement qu'on a arrêté de construire à certains endroits. Je vous rappelle qu'on perdait l'équivalent en surface d'un département français de terres agricoles tous les 10 ans, à un moment. Fergan Azihari, c'est un autre sujet, mais dans c'est ce cas-là, important. il faut assumer la contrepartie, c'est-à-dire que c'est le discours qu'on tient aussi à Paris. Alors, à chaque fois qu'on dit qu'il faut surélever pour loger plus de gens à Paris, on nous dit non, il ne faut pas, parce que ça va nuire à l'esthétique parisienne. Alors, très bien. Dans ce cas-là, assumons que certaines villes deviennent des forteresses et arrêtons avec ce discours hypocrite. Et de voir que les prix explosent. À organiser la pénurie de logements pour ensuite s'étonner que certains prix augmentent. Gérald, avec nous, au 0826 360 puis Auxerre. D'abord, est-ce que les prix de l'immobilier ont augmenté au Auxerre? Non, on va dire que ça se maintient. Bon, on va venir chez vous, si ça continue, effectivement. Ouais, tenez-vous, on arrive. Vous avez un 20 mètres carrés pour 1 500 € maintenant. Non, je plaisante. C'est déjà ça. Bien. Gérald, la France, 3e pays, quand vous avez entendu cette information, 3e pays où il y a le plus grand nombre de millionnaires au monde, comment vous l'avez reçu instinctivement, cette info? Comment je l'aperçois? Eh ben, vous savez, je suis bien content de le savoir. En tout cas, je ne fais pas partie de ces millionnaires. Je dirais que j'ai rien contre les riches, pas du tout. Alors, ce que disait l'invité précédent, Fergan Azihari. Voilà, c'est de savoir la manière dont la personne a pu obtenir, je dirais, des millions d'euros. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont multimillionnaires et vous aurez toujours à côté, malheureusement, la contrepartie des gens qui n'auront jamais la possibilité, ne serait-ce que d'avoir une belle maison à 100 ou 200 000 euros, puisque les partages ne seront pas bien. Avant, on repartageait, je dirais, les bénéfices. Maintenant, la plupart des grosses entreprises les gardent pour elles. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que moi, je veux bien, y a des gens qui, effectivement, sont... et puis, on va pas parler aussi de la fraude fiscale, parce que la fraude fiscale, ça représente aussi des milliards d'euros. Et là, en général, ça c'est pareil, c'est de l'argent qui s'en va et qui permettent à des gens qui sont malhonnêtes de s'enrichir encore plus dans des paradis fiscaux. Maintenant, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des moins riches et il y aura des pauvres. Oui. Mais ce qu'il disait Coluche, je le rappelle, ils vont être contents les pauvres de savoir qu'ils sont dans un pays riche.
Ça, ils sont très contents. Voilà. Pas mieux. Merci pour cette citation, vous allez fait sourire. Rodrigo Arenas. Ah, j'adore Coluche, vous savez, je suis un enfant des années 80. Prenez pas de risque, hein. C'est votre génération en plus. Ah, mais c'était pas si bien vu que ça à l'époque, hein, rappelez-vous. Ouais. Comme Goldman, comme tout. Moi, je suis génération Harakiri quand même, donc voilà, vrai, on est dans un truc compliqué à cette époque. Vous faites partie d'un mouvement de gauche, non pas un parti, mais un mouvement, la France Insoumise, le partage des richesses. Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait beaucoup de millionnaires en France est la preuve qu'il y a des inégalités très fortes et qu'on partage pas assez les richesses, ou ça n'a rien à voir? Qu'il y ait des inégalités en France, c'est une évidence. C'est pas de gauche ou de droite, c'est juste lire les statistiques de l'INSEE qui l'attestent. La question, c'est comment on se fait la répartition. L'Allemagne a une richesse quasi équivalente, complètement en termes de PIB, etc. Et la répartition se fait de façon plus égalitaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la façon dont les riches participent à la mutualisation, à la solidarité nationale est plus efficace. Moi, je suis tombé cette semaine là, sur une information au Massachusetts où il y a une augmentation de la fiscalité de 4% sur les millionnaires et que ça a permis quoi de rendre gratuite la cantine scolaire pour tous les élèves des écoles publiques. Donc vous voyez, c'est à quoi ça sert tout ça. Donc qu'il y ait des riches en France, j'ai envie de dire pourquoi pas. De toute façon, le système fonctionne comme ça. La question, c'est comment ils contribuent à la richesse nationale. Et quand je vois l'état du service public dans notre pays, moi j'ai été aux urgences parce que je me suis cassé le pied. Quand je vois la rentrée scolaire avec l'ARS, j'ai été très bien soigné. Bon. Ça a pris un peu de temps et je remercie le personnel hospitalier d'Hôpital Ville de Cahors qui est extraordinairement compétent et qui m'ont fait état aussi de leurs difficultés. Eh bien, je pense que réfléchir une nouvelle fiscalité dans notre pays est quelque chose d'actualité, notamment quand l'essentiel du patrimoine qui est fait sur notre pays n'est pas le fruit du travail des gens qui le perçoivent, mais celui de leur précédeurs dans leur hiérarchie dynastique. Qui proviennent de l'héritage. Donc voilà, moi j'étais à l'école de la République, il me semblait qu'en 1789 on a dit 2-3 trucs sur les privilèges et sur le fait de rendre aux enfants quelque chose qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes. Je pense qu'il est temps de se reposer cette question-là en 2023 et de refonder le contrat social qui nous lie. Pour Benjamin Morel, pour le politologue que vous êtes, ça c'est un vieux débat qu'on a en France. C'est un vieux débat, mais c'est un débat tout à fait essentiel en réalité. Les vraies inégalités aujourd'hui, la vraie fracture sociale, elle n'est pas sur les revenus. On se demande toujours, tu gagnes combien, etc. Et on en tire un statut social. Non. C'est des fractures sur le patrimoine. Et dès le moment où vous dites on va taxer plus les successions immobilières, vous dites oh la pauvre mamie qui veut transmettre. Mais non, la plupart des propriétaires immobiliers, en réalité, ont beaucoup d'appartements, etc. Et donc on construit comme ça de génération en génération des inégalités qui sont incrustées. La vraie fracture aujourd'hui, elle est beaucoup plus entre locataires et propriétaires parce que ce qui a augmenté dans le panier de la ménagère depuis 30 ans, c'est pas tant la consommation par exemple alimentaire, c'est beaucoup les loyers et c'est donc beaucoup l'immobilier. Donc là, il y a un vrai sujet que l'on devrait traiter et qui pose d'autres questions d'ailleurs. Parce que moi j'entends le fait qu'on ne construit pas assez de logements à Paris. Mais en réalité, quelle est la différence par exemple avec l'Allemagne ? En Allemagne, on a gardé une économie productive. Une entreprise, une usine, vous pouvez la mettre en territoire rural. Et donc vous réinsufflez de la vie en territoire rural. Vous ne trouvez pas de personnes aujourd'hui pour habiter dans les territoires ruraux. Là, il y a du logement. En revanche, quand vous faites le pari fait au début des années 2000 d'une économie toute service, eh bien à ce moment-là, vous avez une concentration dans la métropole, les gens y étouffent et vous avez une activité qui, par définition, devient dysfonctionnelle. Sachant qu'on a toujours été beaucoup plus centralisé que l'Allemagne en plus. C'est pas un problème de centralisation. C'est un problème parce que là, je vous parle pas Bordeaux, Strasbourg et Lyon. On a construit des grandes métropoles et on a dit on y concentre l'activité. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est justement dans les petits patelins. Et donc, il faut repenser notre vision à la fois de l'aménagement du territoire, de l'industrialisation du pays et derrière, eh bien, une vraie rupture sur le sujet du patrimoine. C'est un vrai changement de paradigme. Sauf que justement, tiens, un patrimoine qui se transmet de génération en génération, c'est quelque chose qui parle aussi à l'agriculteur qui est avec nous, Henri Biespéré. C'est le principe en général. Un agriculteur, les terres qu'il exploite, en général, elles sont plutôt familiales, non ? Non. La majorité des terres exploitées sont en fermage. C'est-à-dire que ce sont des propriétaires extérieurs qui louent à des agriculteurs. Merci de casser mes idées reçues. Merci de casser mes idées reçues, c'est important. Par contre, effectivement, les propriétaires de fonciers, c'est souvent des transmissions de génération en génération. On constate aujourd'hui qu'il y a un millionnaire, ça peut être le travail de 2, 3, 4 générations. Lui hérite de ça, il se retrouve effectivement millionnaire. Moi, ce que je trouve intéressant. Alors, on vous a perdu, mais on va vous retrouver, Henri Biespéré, ça je vous fais la promesse. On va essayer de vous retrouver du côté du Béarn. J'aimerais, donner la parole à notre invité, Fergan Azihari. Emmanuel Macron, président de la République, a souvent été taxé par taxé sans le mauvais jeu de mots, pardon, mais en tout cas qualifié par ses adversaires de président des riches. Est-ce que vous confirmez que sa politique a été plus favorable aux millionnaires français ? Oui.
si on peut réduire la politique d'Emmanuel Macron à un tel slogan. Mais vous savez, pour venir à l'action des inégalités qui a été évoquée tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un débat qu'il faut arrêter c'est un débat de maternelle. C'est-à-dire que la question des inégalités en France, je trouve, reçoit un traitement qui est assez déplorable parce que les inégalités, l'évolution des inégalités de patrimoine, pardon de le dire, ne dit absolument rien de la condition des peuples, ne dit absolument rien de la condition des pauvres et ne dit absolument rien de la mobilité sociale à l'intérieur d'un pays. Vous savez, un économiste comme Thomas Piketty, qui n'est pas vraiment un disciple de Milton Friedman, disait dans ses écrits, nous apprend que les périodes de réduction des inégalités les plus fortes dans l'histoire de l'Europe moderne, ce sont les périodes de guerre. Et vous voyez bien qu'il serait complètement idiot d'en déduire que 14-18 et 39-45 constituaient une espèce d'âge d'or social au motif que les inégalités se sont réduites à ce moment-là. Donc le discours qui consiste à faire des inégalités le thermomètre du bien-être social n'a strictement aucun sens sur le plan économique. Ce n'est pas ça qui va déterminer la condition des gens et la manière dont les gens peuvent s'extraire de leurs conditions. Pour en venir à la question des millionnaires et du patrimoine, la question, c'est comment en France on s'enrichit. Quelqu'un qui s'enrichit, qui devient millionnaire parce qu'il fonde une entreprise innovante, parce qu'il crée un vaccin ARN messager et qui rend service à l'humanité, ce genre de fortune est évidemment à saluer et à multiplier parce qu'elles sont simplement la contrepartie d'une amélioration de la condition humaine. En revanche, si vous tombez sur un propriétaire d'un appartement parisien, vous lui dites vous aurez tendance à lui dire qu'il devrait avoir honte. C'est-à-dire que si son appartement, encore une fois, a vu sa valeur de se décupler, je caricature, parce qu'en effet, il y a des législations qui empêchent la liberté d'entreprendre dans le secteur de l'immobilier, qui réduit la concurrence sur le marché de l'immobilier, là, vous avez une vraie question. Le problème en France, c'est que le débat sur les fortunes et les richesses sont abordés avec un niveau maternel en disant « un machin est riche, c'est triste », alors que la vraie question, c'est comment les gens s'enrichissent, leur fortune a-t-elle été obtenue honnêtement, c'est-à-dire par des moyens entrepreneuriaux ou l'héritage, qui est aussi une manière tout à fait honnête, parce que l'héritage fait partie du progrès humain aussi, mais les forces... La réponse, tiens justement. En raison de restrictions est problématique. La réponse du parent d'élève, Rodrigo Arenas, qui apparemment est revenu malgré lui à la maternelle. En fait, la France, si on regarde son école, qui s'est quand même fondée sur l'ascenseur social, sur la méritocratie, sur l'élitisme républicain, tous ces concepts qui sont d'un siècle que nous n'avons pas connu, aujourd'hui est mis en échec par rapport à ça. On sait aujourd'hui que les écoles privées, d'ailleurs c'est un mérite qu'on peut donner à Pape Ndiaye, qui en demandant que les écoles privées participent à la mixité sociale, a mis en avant le fait que non, les écoles aujourd'hui privées sont une vraie ségrégation sociale et que c'est organisé, que c'est structuré et que c'est financé par les impôts des Français. Donc on est dans cette organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école ne permet plus justement à cette égalité républicaine qui serait liée simplement au travail scolaire, même avec des critères qu'on peut discuter. Donc oui, aujourd'hui, le patrimoine, que ce soit à Paris ou ailleurs, détermine les choses. Quand on parle de fermage, c'est qu'il y a un grand propriétaire terrien qui loue ses terres. Ouais. Donc on est aussi dans une relation très féodale des terres. La question, c'est que ce soit au Paris ou ailleurs, cela est arrivé à son terme. Aujourd'hui, qui peut penser que l'urbanisme parisien va résister au changement climatique? C'est faux. Qui peut penser que le Paris touriste avec 60 degrés sur la place de l'Opéra en plein été va résister pour les Yankiennes? La réponse c'est non. Donc il va falloir repenser la capitale, il va repenser les grandes villes, il va falloir représenter aussi les relations avec la ruralité. Pour cela, moi, vous avez parlé de la Bourgogne, vous la connaissez autant que moi. On sait qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont des maisons secondaires dans Lyon et que finalement, les gens qui habitaient dans Lyon, par exemple, doivent vendre leur maison parce qu'on leur propose des prix plus chers, que ça fait un petit havre de paix à l'extérieur, comme était d'ailleurs la banlieue dans le siècle passé pour les Parisiens qui prenaient le train, qui aujourd'hui sont des RER. Vous voyez, tout ça, il va falloir repenser l'urbanité. On va quitter la ville. Il va repenser tout ça. Mais pourquoi pas? Écoutez, quittons les grandes villes, franchement. Parce qu'on n'aura pas le choix. On est à l'ère de l'anthropocène, il faut l'accepter. Et bon, ça fera baisser, si ça fait baisser après tout le prix de l'immobilier, ça fera peut-être réduire le nombre de millionnaires. J'aimerais revenir avec vous, Ferghane Azihari, sur un sujet quand même, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Une des premières décisions, elle avait été très décriée par ses adversaires d'Emmanuel Macron, c'était de transformer l'impôt sur la fortune, donc surtout le patrimoine, en impôt sur la fortune immobilière. En quelque sorte, il était presque d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il considérait qu'il fallait taxer la fortune qui avait été amassée par héritage, par exemple, plutôt que la fortune qui était le fruit du travail. Et là encore, c'est une mauvaise distinction. C'est-à-dire que la fortune immobilière en tant que telle n'est pas non plus mauvaise en soi. C'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi dans l'immobilier, qui convertit son épargne en logement supplémentaire et donc qui voit son patrimoine augmenter, rend service à la collectivité. Et de ce point de vue-là,
diminuer la fiscalité du patrimoine est une bonne chose, parce qu'on sait très bien que la fiscalité du patrimoine tend à décourager l'épargne, tend à décourager l'investissement, et que c'est l'épargne et l'investissement qui génèrent la prospérité collective. Donc là encore, si vous voulez, cette obsession de la fiscalité qui caractérise notre pays, eh bien, revient à nous tirer une balle dans le pied et donc à ralentir la croissance économique. Le problème, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on a beaucoup plus intérêt en France, en tout cas dans certaines villes, quand on est propriétaire immobilier, eh bien, effectivement, de prospérer sur des législations restrictives pour voir notre fortune augmenter, que d'investir notre épargne pour s'enrichir. L'enrichissement en soi n'est pas un problème, je le dis. En revanche, c'est la manière de s'enrichir. Et donc, si on a un système fiscal qui est sobre et qui encourage les Français à investir davantage dans l'immobilier ou ailleurs, c'est une très bonne chose. Heureusement, aujourd'hui, ces fortunes-là, on peut discuter de leur origine, de leur provenance. Moi j'entends ce qui est dit là. La question, c'est est-ce qu'une situation de rente, d'ailleurs qui n'est pas inhérente à notre travail, doit permettre de continuer à maintenir un statut social qui nous met en dehors de la société française? Il me semble que la République, la réponse est non. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que ces personnes qui s'enrichissent par leur travail, par leurs investissements en tant qu'entrepreneurs, ils sont aussi débiteurs de la richesse nationale. Je pense par exemple à ces entreprises qui s'installent. La collectivité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des routes autour, elle met des hôpitaux, elle met des écoles pour les mômes, elle construit des logements pour que les gens qui vont travailler. Regardez ce qui se passe, même si j'en pense pas du bien, sur les grosses entreprises qui ont fabriqué des batteries à Dunkerque. Autour, qu'est-ce qui se passe? C'est que les collectivités territoriales, elles amènent du travail. Voilà, est-ce que c'est un autre sujet qu'on abordera un autre moment peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait monter le prix de l'immobilier. Il y a du logement qui est construit, il y a des routes qui sont mises en place, des écoles, des collèges, des lycées. Donc les entreprises s'enrichissent aussi. Les gens qui investissent, les riches qui président des entreprises, s'enrichissent aussi de l'effort de tous. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense que la question est la répartition des richesses et non pas la création, sur laquelle je pense nous sommes tous d'accord. Vous avez un mot, Benjamin Morel. Choisissez le bien pour conclure. Écoutez, je crois qu'il faut, concernant l'héritage, être quand même relativement réaliste. Moi, j'entends ce qui est dit, mais si j'hérite de 100 appartements à Paris, je n'ai pas besoin de travailler dans ma vie. Absolument. Et je n'ai absolument pas mérité de les avoir hérités, si ce n'est d'avoir eu papa et maman qui, eux, en ont peut-être également hérité. Donc vous voulez augmenter les droits de succession? Si jamais je veux acheter un appartement de 40 mètres carrés à Paris, je dois gagner 100 000 euros par an. Il y a peu de Français qui peuvent le faire ainsi. Donc on a en effet un problème de succession sur l'immobilier. En revanche, là où je rejoins notre interlocuteur, c'est que sur le patrimoine productif, et les deux sont très différents, on a en effet un problème aujourd'hui de taxation qui fait qu'on a du mal à transmettre les entreprises, à la différence de l'Italie par exemple. Et donc ce faisant, on a un problème et on a beaucoup d'entreprises qui partent à l'étranger. Merci à notre invité en tout cas d'être intervenu sur Sud Radio. Fergan Aziari, essayiste et chroniqueur au magazine Le Point. On salue d'ailleurs chaleureusement nos confrères du Point. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va continuer à débattre, faire le tour de l'actualité. Mais avant ça, tiens, je vais tester vos connaissances de culture générale sur la date du jour. Vous verrez, vous allez presque retourner à l'école. À tout de suite.